Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par l'Argus de l'assurance avec mes docteurs, webinaire consacré à l'expertise médicale. Alors on a pu se rendre compte pendant le confinement que l'adage voulant que l'innovation naît souvent de la contrainte, c'est largement vérifié. La crise a été particulièrement féconde puisque la plupart des sociétés d'assurance ont continué à tourner comme si de rien n'était, en étant même parfois plus présentes auprès de leurs assurés que jamais. Et c'est toute la magie de la transformation digitale. Elle permet de créer de la proximité à distance, de personnaliser les relations, de sécuriser les échanges, dans la mesure du possible, et de décloisonner le monde de l'assurance en donnant les moyens aux différentes parties prenantes de dialoguer en direct. C'est ce que nous allons voir au cours des échanges de ce webinaire qui va porter sur la digitalisation de l'expertise et, comme l'intitulé de ce webinaire l'indique, comment cette digitalisation permet de gagner en efficacité. Pourquoi, comment, c'est ce que nous allons voir avec 3 parties prenantes de l'expertise médicale. À ma droite, Xavier Bégry, vous êtes médecin conseil. À ma gauche, David Amorim, vous êtes directeur du développement et de la recherche et développement de mes docteurs. Bonjour. Et Laurence Henriet-Germain, vous êtes directrice performance et assurance chez Harmonie Mutuelle, qui fait partie du groupe Vive. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, Xavier Bégry, le professionnel de la profession, puisque la digitalisation a profondément transformé le monde de l'assurance, qui s'est ouvert à l'ensemble de ses parties prenantes dans une logique d'écosystème. Et quelle est votre place de médecin conseil dans cet écosystème ? Bonjour. D'abord, je vous remercie pour cette invitation que j'ai acceptée. Je l'ai acceptée parce que je suis très intéressé par l'évolution d'une manière générale et surtout celle de mon métier, forcément. Et la digitalisation, vous l'avez dit, elle est en train d'arriver. Je voudrais préciser que je n'ai aucun mandat, aucune notion prétention de représentativité. Et je viens répondre et témoigner à mon titre de médecin d'évaluation du dommage corporel, conseil auprès des assurances de terrain. C'est la seule voie que je veux utiliser aujourd'hui. On a constaté donc sur les dernières années que la numérisation pointait partout et évidemment pendant le Covid, elle a énormément accéléré. Les téléconsultations de soins ont explosé. Voilà. Cette entrée dans le numérique, elle est là et donc il est strictement nécessaire, à mon avis, de le cadrer. De la cadrer pour lui faire respecter des limites éthiques, des limites déontologiques et des limites humaines. Ça, c'est d'abord l'élément très important pour le dommage corporel français. Voilà, vous me demandez mon rôle. Alors en pratique, en fait, le rôle d'un médecin conseil en évaluation du dommage corporel auprès des assurances, il reçoit des missions d'assureur et il se rend auprès des gens ou les gens viennent dans son cabinet ou alors il participe à des expertises multiples et contradictoires pour faire une évaluation technique d'imputabilité et d'évaluation du dommage, que ce soit en assurance prévoyance, en droit commun, en IRCA, etc. Voilà. Ça reste donc un travail médical, d'analyse physiopathologique, et donc on est soumis à l'ordre des médecins et au conseil de l'ordre. Voilà. Alors vous travaillez pour aider les assureurs à évaluer les dommages, donc je me tourne vers la partie assurantielle, Laurence Henriet-Germain. L'expertise médicale, c'est un sujet sensible pour les assureurs parce que c'est une matière délicate, c'est une matière humaine qui est difficile à intégrer dans un parcours client qu'on essaie de fluidifier au maximum dans tous les process. Donc comment vous abordez l'expertise médicale chez Harmonie Mutuelle ? Alors déjà en revenant sur les grands chiffres, Harmonie Mutuelle et Groupe Vive, donc avec 2,8 milliards de chiffre d'affaires, près de 5 millions de personnes protégées, premier acteur santé complémentaire, Harmonie Mutuelle, Groupe Vive, et puis 5e acteur en France, 5e acteur assureur en prévoyance, avec aussi emprunteur où l'expertise médicale joue tout son jeu, avec plus de 80 000 contrats à la fin de l'année. Donc l'expertise médicale, comme Xavier le précisait, permet à l'assureur de délivrer la promesse à la souscription au regard des conditions contractuelles, et vraiment au regard et selon l'expression des conditions contractuelles. Donc, que ce soit en amont, et on y reviendra au moment de la souscription, ou que ce soit au moment de l'expertise sinistre, c'est un grain de sable. C'est un grain de sable dans le parcours client. Donc, la digitalisation de ce process permet de fluidifier la relation dans l'intérêt de l'assuré, dans l'intérêt aussi de l'assureur, de nos réassureurs, de toutes les parties prenantes. Vous êtes un grain de sable, désolée. Alors, chez mes docteurs, vous avez créé une plateforme de gestion des process d'expertise médicale. Comment ça marche ?
Alors bon, déjà, on va situer un petit peu qui nous sommes, hein, MedDocteur. Alors nous, on est un des leaders de la télésanté en France. On fournit des services innovants à des assurances et à des complémentaires santé. Un Français sur 3 aujourd'hui peut accéder à nos services. Alors historiquement, on a démarré avec la téléconsultation sans rendez-vous en 24/7. Alors c'est très utile, notamment le soir, le week-end, quand vous cherchez un médecin, dans les déserts médicaux bien évidemment, quand on est confiné, on l'a vu particulièrement ces derniers temps, cette dernière année, et aussi sur des professions, il y a une forte tension sur des domaines d'expertise. Par exemple, prendre un rendez-vous avec un dermatologue, ça peut parfois être très long. Donc voilà, donc ça mène des services qui sont très utiles. On s'intéresse également à tout ce qui est télésoins, téléconsultation assistée, donc pouvoir faire un suivi à distance avec le patient à son domicile pour de l'ALD, de la post-hospitalisation, du maintien à domicile, par exemple une aide-soignante le soir dans son EHPAD, plutôt que déplacer une personne âgée 23 heures au service d'urgence, peut organiser une téléconsultation assistée pour des prises de constante. Alors on fournit aussi du téléconseil, donc là on a des médecins généralistes ou experts au bout du fil, mais qui donnent des conseils qualifiés sans ordonnance. Et on organise également quelque chose qui est très important pour nous, c'est d'avoir une vision du numérique qui soit au service du parcours de soins. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas rajouter une surcouche par rapport au système de santé, c'est qu'on vient bien amener une complémentarité. Donc on a développé une offre qui s'appelle Avec mon doc. C'est l'équivalent de ce qu'on peut trouver sur Doctolib. Hein. Donc organiser une prise de rendez-vous, faire de la téléconsultation, organiser l'activité dans le cabinet, la relation avec l'assuré, transport sanitaire, facturation, etc. Donc de manière à pouvoir offrir à la fois un service vers le médecin traitant ou vers les professionnels de santé en territoire autour du domicile ou vers du 24/7 en téléconsultation quand c'est utile pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut avoir en tête, hein, encore aujourd'hui, on a quand même beaucoup de zones où on est en désertification médicale, enfin de population mais aussi désertification médicale. 11,6% de la population est concerné par cette problématique de sous-densité médicale et ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent. Il faut l'avoir en tête. La démographie, telle qu'on la connaît pour la population en général, eh bien, elle s'applique aussi au monde de la santé et on va avoir aussi beaucoup de départs à la retraite. Donc cette tension va continuer à s'accentuer. Alors, évidemment, on a continué à se dire mais comment on peut innover dans ce champ-là ? Et le digital est très utile pour faire quelque chose d'assez simple, c'est de rapprocher les gens. Et donc à partir du moment où on doit faire circuler de l'information entre beaucoup d'acteurs, ça devient très pertinent. Ça date depuis le début de la création de l'Internet et du numérique. C'est pas si vieux, hein, c'est la fin du XXe siècle, donc on est peut-être au XXIe, mais c'est pas si ancien. Et finalement, si on regarde le besoin autour de l'expertise médicale, très concrètement, et là on retrouve bien le sujet autour de la table, c'est d'animer une relation entre un expert médical, une assurance. Moi, je peux demain avoir un arrêt de travail et donc le bénéficiaire organiser des échanges d'informations entre plusieurs acteurs. Et alors là, le numérique, ça permet d'amener de l'innovation très simplement, comme par exemple permettre d'améliorer le processus de gestion d'expertise médicale, les échanges de documents, l'organisation des rendez-vous, le suivi, les rapports par exemple. Donc on a développé une plateforme d'expertise médicale en ligne qui est une solution qui simplifie la dématérialisation et les échanges autour de l'expertise médicale. Et on amène des services pour animer tout ça. Alors, quelques illustrations très concrètes. Organiser la prise en charge par les médecins experts en présentiel, organiser un rendez-vous. De temps en temps, quand le médecin juge que c'est nécessaire ou utile, organiser aussi des questions complémentaires. Donc après l'expertise, il peut y avoir des échanges complémentaires, fournir des pièces, etc. Donc ça permet de maintenir
un flux d'échange d'informations sécurisé. On est dans le domaine de la santé, hein. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On y reviendra, je pense. Organiser tout ce qui est la digitalisation des documents, ça permet de gagner du temps. On y reviendra tout à l'heure. Là, les gains de temps sont vraiment très, très importants. Il faut avoir en tête que les délais peuvent atteindre 6 à 8 semaines pour la prise d'un rendez-vous avec un médecin, 8 à 12 semaines entre le lancement d'expertise et la réception du rapport. Donc, tout ce qui va améliorer, fluidifier ce parcours sera au bénéfice du médecin expert, de l'assurance et bien évidemment du bénéficiaire, de l'assuré. Voilà, et donc c'est une plateforme qui est paramétrable, donc finalement l'assurance et l'expert dosent les fonctionnalités qu'ils souhaitent activer ou non pour pouvoir s'adapter aux pratiques. Il y a des cas où effectivement on a besoin d'organiser un rendez-vous avec des palpations, une évaluation très précise. Dans certains cas, peut-être qu'on est juste en train de faire un point intermédiaire avec un patient et qu'une téléconsultation, ça peut rendre le service, éviter des heures de déplacement en deux parties. C'est laissé à l'appréciation du médecin expert. Alors, tout ça dans l'objectif aussi d'améliorer la satisfaction de la relation avec le patient. Dans cette histoire, il ne faut pas oublier de mettre le patient, l'adhérent au centre aussi de cette histoire. C'est souvent des moments très anxiogènes. Donc encore une fois, le digital qui va permettre, au travers d'une plateforme d'expertise médicale, de fluidifier dans un environnement sécurisé la relation entre l'adhérent, l'assuré, l'assurance et l'expert médical, ça va lui permettre aussi de vivre une expérience dans sa relation avec son assurance et son expert beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, on a des taux de satisfaction par rapport au premier retour d'expérience qui sont vraiment très importants de ce point de vue-là. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc voilà, faciliter les échanges entre les acteurs avec des mécanismes simples pour organiser, par exemple, l'envoi de rappels pour les rendez-vous avec des SMS et des mails. Ça permettra de s'assurer que l'adhérent va bien honorer le rendez-vous tel que prévu. Donc voilà, c'est parfois des choses très simples. On s'en fait une montagne quand on dit une plateforme d'expertise médicale digitale, mais en fait, c'est une cumulation de services simples, comme un couteau suisse, vous voyez, avec un décapsuleur, un tire-bouchon, etc. Donc c'est un peu la boîte à outils qui va faciliter la vie, en fait. Alors, quelle est votre place de médecin conseil dans ce couteau suisse et qu'est-ce que ça change dans votre façon de travailler? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors d'abord, le discours que je viens d'entendre me séduit. Il me séduit. Je ne peux pas vous dire ce qu'il m'apporte parce que je ne le pratique pas. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il m'apporterait. Je suis personnellement, je considère que tant que le médecin reste au centre de la décision médicale, de l'évaluation médicale, que l'assuré reste au centre du processus qui tourne autour de son sinistre ou de sa sélection, ça va. Tant que la déontologie et l'éthique est respectée, ça va. Tant que les normes RGPD, HDS sont respectées, ça va. Donc voilà, vous voyez, tout ce que je viens d'entendre là me plaît, parce que oui, on est un peu au 19e siècle en expertise médicale. On est au 19e siècle à cause de notre sacro-saint secret médical, qui fait qu'on s'envoie encore des courriers en recommandé, qui arrivent quand on n'est pas là, on va à la poste le chercher. Enfin, c'est infernal. En 2021, ce n'est pas très possible, je pense. Et oui, il y a une digitalisation à apporter sur ces process. Alors le problème, c'est que ce qui m'intéresse dans votre discours de couteau suisse, le problème, c'est que si chacun apporte sa solution, le cabinet que je suis et les cabinets de terrain que nous sommes, on va y perdre notre latin dans les multiples process qui vont nous être proposés. Nos secrétaires vont plus savoir où est-ce qu'on récupère le code sur ce procédé, etc. Tandis que là, j'entends une proposition d'un outil sous réserve qu'il soit analysé de façon consensuelle, paritaire, etc. J'entends un outil qui peut s'adapter à chacun des corps de métier, chacun des intervenants, et qui donc aurait un procédé identique, qu'on soit mandaté par tel ou tel assureur, et ce serait très intéressant d'avoir ça, très intéressant pour l'assuré, qui lui aussi ne va pas être perdu à chaque fois qu'il va avoir un contact avec un assureur, parce que ça change de process, ça change de code, etc. Et très intéressé aussi, moi, pour l'assuré, qui revient sans arrêt dans notre bureau nous dire « mais je ne comprends pas, vous n'avez pas les pièces médicales, vous nous demandez, mais on les a déjà envoyées. Oui, mais la règle de Kouchner nous oblige, la loi Kouchner nous oblige à ne pas transmettre, donc vous l'avez envoyé à l'assureur, mais si vous n'êtes pas revenu avec, eh ben donc il ne peut pas nous... » Enfin, tout le monde connaît ça par cœur, donc l'assuré est sans cesse en train de refaire le dossier. Si là,
il le numérise, il choisit en cochant la bonne case de le mettre à la disposition de l'assureur ou de l'expert en cas de médecin conseil d'assurance en cas d'expertise à mettre en place. La simplification est une évidence, la fluidification est une évidence, et si en plus on peut taper notre rapport à ce moment-là, ou même juste après, mais peu importe, directement dessus, en vérifiant la qualité de l'analyse médico-légale, en vérifiant la qualité de la sémantique utilisée, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est d'avoir un français médico-légal parfait au moment de la rédaction du rapport, parce qu'il sera relu par des contradicteurs, pas toujours bienveillants, ou en tout cas qui ont envie de lui trouver une faille. Donc il faut que tout ça reste extrêmement bien cadré. Mais si on peut le glisser dans le site, de manière à ce que de façon très sécurisée et légale, il arrive plus vite à son destinataire, moi je souscris. Juste une petite parenthèse, n'hésitez pas à poser des questions, j'en vois déjà qui arrivent, qui concernent des sujets qu'on traitera dans quelques minutes, donc je les garde sous le coude pour le moment venu. Je me tourne vers vous, Laurence Henriet-Germain, pardon. Quelle est votre place, vous, en tant qu'assureur, dans ce process de digitalisation ? Alors déjà, Harmonie Mutuelle est le triplé très important. Nous sommes une mutuelle multimétier, technologique et humaine. Donc on reprend les idées, on reprend les propos développés à la fois par David et Xavier. Le premier bénéfice est le bénéfice client et le bénéfice collaborateur, le bénéfice partie prenante. Dans nos parties prenantes, nous avons aussi nos réassureurs, et on y reviendra dans l'évaluation du risque, puisque nous sommes en mutualisation et non en individualisation du risque, donc la mutualisation. Le bénéfice client, eh bien, nous passons d'un assureur de documents à un assureur de data. Donc, c'est le point important, la fluidité, la fluidification. L'exemple, David le disait, avec la téléconsultation, mes docteurs, c'est près de 20 000, c'est plus de 30 000, téléconsultations en 2020. Donc, à titre d'exemple, au bénéfice de nos clients, de nos adhérents. Le deuxième, le parcours est optimisé. De l'adhésion, un process digitalisé de l'adhésion. Citons un exemple, en 2015, un questionnaire santé pour les moins de 45 ans, on pouvait aller à maximum 250 000 euros. En 2018, 3 ans après, grâce à la digitalisation, grâce à nos réassureurs, on peut aller à 450 000 euros. Nous sommes en 2021. En termes de capitaux couverts. Voilà, de capitaux couverts. Donc nous sommes en 2021 en emprunteur ou en décès, en garantie en cas de décès. En 2021, on peut aller au-delà. Et on peut aussi repousser, comme pour reprendre les termes d'un réassureur, les limites de l'assurabilité, donc au bénéfice de nos clients, de nos adhérents. Et puis aussi réduire les coûts techniques, réduire les coûts de gestion, permettant de se concentrer sur les actes à valeur ajoutée. Donc c'est vraiment au bénéfice des trois et en tenant compte à la fois de nos collaborateurs, de nos clients et grâce à la technologie. Alors David de Amorine, vous avez lancé récemment avec mes docteurs une expérimentation avec le groupe Allianz. En quoi ça consiste ? Quels étaient les objectifs de départ et puis les résultats ? Alors tout à fait, effectivement, on a eu ce plaisir de pouvoir avancer avec Allianz sur un premier cas concret, un premier couteau suisse, une première version. Couteau allemand. Voilà, donc on a développé une plateforme de collaboration avec Allianz France qui permet de réduire les délais de traitement des dossiers d'expertise médicale dans le cadre d'un dommage corporel. Alors ça, on l'a co-construit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans des démarches où on ne fait pas tout seul dans un coin, on cherche à le faire avec l'assureur, avec les ordres. Donc Allianz a échangé énormément avec tout ce qui est ordre médical sur ce sujet-là pour bien baliser, parce qu'on est sur des nouveaux territoires et donc bien poser des jalons qui soient endossés par la communauté médicale. C'est pour ça que ça a pris aussi le temps nécessaire, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et alors là, pour le coup, avec des experts médicaux. Alors, cette innovation, elle a connu réellement un franc succès. C'est un vrai levier de performance et de satisfaction. On a réalisé un premier bilan, donc je peux partager un certain nombre de chiffres avec vous. On a pu réduire de 80% la charge de gestion des contre-visites médicales. 80%, donc c'est pas neutre pour l'assurance. Le délai de traitement des dossiers s'élève à 6,5 jours bout en bout. Donc voilà, 6,5 jours contre 8 à 12 semaines, donc presque 2 mois, presque 3 même dans certains cas, pour une contre-visite classique. Donc je passe de plusieurs mois à 6,5 jours. Donc vous voyez, on a quand même un effet
intéressants. Le Net Promoter Score, alors ça c'est un terme un peu compliqué pour dire la satisfaction des utilisateurs. Donc au final, les gens qui ont été expertisés, les assurés, donc nous on met une note. La question c'est recommanderiez-vous voilà, c'est ça. Voilà. À la fin, est-ce que vous recommandiez est-ce recommandez ce service? Alors, dans 4,7, ils nous mettent une note de 4,7 sur 5. Donc, ce qui est quand même très important. Donc, un service qui est plébiscité par les utilisateurs. Il faut imaginer qu'ils sont souvent dans des situations de stress. Et donc, ce n'est pas neutre d'arriver à leur faire du bien aussi par rapport au process. Il y a l'acte médical et il y a le process. Donc là, on soulage le process. Et l'anxiété liée au process, ça a également permis de favoriser la reprise d'activité anticipée à hauteur de 20%. Donc ce sont des indicateurs qui sont très prometteurs. C'est que le début, on l'a fait sur un petit périmètre pour évaluer. Voilà. Mais dans l'innovation, il ne faut pas s'interdire d'innover, surtout pas maintenant. On l'a bien vu avec la gestion de la pandémie. Donc ça permet d'apprendre, on le fait de manière balisée, en interagissant avec les ordres médicaux sur ces sujets. Alors c'est une volonté d'Allianz d'innover dans un contexte pandémique où ça a été fort utile d'activer ces services digitaux. Les contraintes, souvent, sont des moyens pour faire émerger, activer des étincelles d'innovation. Et là, ça a été le cas. Alors souvent, l'innovation, elle prend mieux forme dans la contrainte. Alors, on subit le digital ou on le met au service de l'homme, de l'individu. Dans ce contexte, le digital a été mis au service des hommes et des femmes, des assurés d'Allianz. Ça a aussi permis de faciliter la continuité d'activité, donc permis aux experts, à l'assureur de continuer à interagir avec leurs assurés dans un contexte quand même qui n'était pas simple. Là, on en sort, les beaux jours reviennent, on tombe les masques, mais on a quand même vécu des moments qui étaient moins sympathiques. On va pouvoir refaire la bamboche. Exactement. On a hâte d'ailleurs. Et donc, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'assureur, pour l'expert médical, pour l'assuré. Alors, réduire les délais de traitement, ça c'est vraiment la ligne rouge, le fil rouge à tirer. MedDoctor propose de gagner du temps en optimisant la transmission grâce à de la dématérialisation dans un environnement hautement sécurisé, avec de la traçabilité. C'est du gain de temps pour l'assurance, pour échanger, envoyer les rapports. Effectivement, à la fin, on peut compléter le dossier dès le début, récupérer les pièces qu'a envoyé l'assuré en avance de phase par rapport au rendez-vous, organiser, fluidifier les échanges de prise de rendez-vous, sécuriser les rencontres. Dans certains cas, évidemment, activer, si c'est pertinent, c'est à la main du médecin, de la visioconférence, organiser du chat pour faire de la complétude, de dossiers. Ça permet aussi de transmettre des documents de manière asynchrone, donc après le rendez-vous pour assurer de la complétude, rédiger le rapport d'expertise sur la plateforme pendant et après la réunion. Une fois le rapport signé, l'assureur peut le télécharger dans son interface, ainsi que la note d'honoraire. Donc c'est vraiment c'est l'ensemble du processus qui peut être fluidifié. La décision du médecin conseil, elle est immédiatement transmise à l'assureur, qui peut contacter l'assuré très rapidement pour l'informer sur son indemnisation. Donc c'est là où on a le gain le plus significatif. On est dans une collaboration test and learn et sur mesure. Voilà, donc ça c'est un point qui est important. Donc on s'adapte vraiment au processus de l'organisation. Et là maintenant on a un solide retour d'expérience, on a beaucoup appris. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation, il ne faut pas tomber dans l'angélisme pour autant. Voilà, il faut accompagner l'innovation. Nous croyons beaucoup dans la vertu de la collaboration, dans la proximité, dans l'innovation. Donc nous avons été très vigilants à fournir des solutions qui soient modulaires, qui puissent s'adapter finalement aux pratiques de l'assurance et celles du médecin expert. Et d'ailleurs, ça pose la question aussi de la formation. Comment on accompagne aux usages de ces nouveaux outils? On a eu beaucoup de digital à marche forcée. Maintenant, il faut peut-être qu'on prenne un peu de recul, qu'on accompagne aussi la formation, qu'on fournisse les outils. Nous, on croit qu'il faut travailler sur ces sujets-là, avec d'ailleurs les ordres, les syndicats compétents pour imaginer les modalités d'accompagnement pour pouvoir justement fournir le bon encadrement
apprendre, tester. Il ne faut pas s'interdire d'innover, de faire du retour d'expérience, mais pour autant, il ne faut pas s'interdire aussi de bien cadrer dans un contexte normé, définir quels sont les bons actes pour ce type de solution, notamment sur la partie, par exemple, téléconsultation. On sait qu'il faut pouvoir l'adapter de manière assez précise. D'ailleurs, on est conforme aux recommandations du CNOM sur ces sujets-là. Voilà. Donc le feu, si on l'utilise mal, c'est ce qui fait qu'on peut se brûler les doigts, hein, très concrètement. Mais ça permet aussi le feu de cuisiner, d'éclairer, de faire fonctionner un moteur. Voilà. Donc le feu bien utilisé, c'est un vecteur de progrès. Donc tout ça, c'est une question d'encadrement. Alors nous souhaitons vraiment laisser l'assurance et les médecins experts activer les services qui leur semblent les plus pertinents et les cas d'usage qui soient les plus adaptés. Donc nous sommes vraiment favorables à l'idée de travailler avec les communautés de médecins experts pour notamment faire émerger les bonnes pratiques dans l'usage du digital, dans la formation, dans l'accompagnement. Nous sommes rentrés dans une ère où il est indispensable de tester. Heureusement qu'il y a eu du digital sur cette dernière année. Voilà, donc heureusement qu'on ne s'est pas interdit de tester. Donc il faut apprendre, lancer des expérimentations pour comprendre et maîtriser. Voilà, c'est l'histoire du feu. Alors, vous dites qu'il ne faut pas avoir peur. Pour autant, quand on entend Laurence Aurier-Germain tout à l'heure dans le processus d'acceptation parler, employer des termes tels que data, algorithme, je ne sais pas si on a entendu intelligence artificielle, mais la question est soulevée par un internaute. Que pensez-vous de l'intégration de l'intelligence artificielle dans la sélection médicale? Qu'est-ce que vous pouvez répondre aux questions que les patients, les médecins experts peuvent se poser? Donc, déjà, l'algorithme, on le teste en sélection, en sélection interview aussi, pour la sélection des risques médicaux, sportifs, professionnels, risques de séjour. À titre d'exemple, en emprunteur, on repousse les limites du questionnaire de santé. Donc l'algorithme permet d'aller jusqu'au bout du bout et de répondre dans plus de 80% des cas de façon immédiate. Donc la rapidité, la fluidité, David en parlait, vraiment, voilà, la réponse immédiate. Oui, non, ajournement et autres, mais immédiatement. Et on sait qu'en assurance emprunteur, c'est clé. Donc là, sur la partie algorithme. Une illustration de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est les recherches sur la fraude à l'assurance. À titre d'exemple, donc depuis 2016, on travaille avec un partenaire, Shift Technologies, et pour illustrer la licorne française. Voilà, exactement. Et pour illustrer la fraude à l'assurance, c'est en complémentaire santé entre 1 et 5% des prestations. Donc vous voyez, vu la taille d'Harmonie Mutuelle, le coût que ça aurait pour la mutualisation, pour l'ensemble de nos adhérents. Le montant moyen indu, donc en fraude, pour citer pour quelques chiffres comme David, c'est en hospitalisation 75 €, le montant indu, fois le nombre de personnes protégées. Hors hospitalisation, 35 €. Donc l'intelligence artificielle permet de bénéficier au commun, permet de bénéficier à tout le monde. Donc un exemple sur la fraude à l'assurance. Et puis sur la partie digitale, eh bien c'est l'ensemble des process. On l'a vu avec la DSN, on l'a vu avec un certain nombre de process où maintenant on peut avoir une réponse de la souscription et à l'expertise médicale où que l'assuré soit, qu'il soit à l'autre bout du monde quelque part. Donc ça permet une proximité. Alors, vous disiez tout à l'heure que pour vous, le patient devait toujours rester au centre. Est-ce que vous percevez ce que peut apporter ce type de process à l'assuré, au patient assuré? J'ai entendu beaucoup de mots là, depuis les deux derniers intervenants. Et ça faisait même des phrases. Et ça faisait même des phrases quand ils s'additionnaient. Et parfois pas toujours très clair pour le médecin que je suis. Donc, non, je souscris à beaucoup de choses que j'ai entendues. Je ne reviens pas sur les procédures, vous les avez redéveloppées. Et je souscris complètement au fait que ce que moi j'appelle, on va essayer de mettre des mots, alors je ne sais pas s'ils deviendront universels, mais la digitalisation dans le sens où on numérise des pièces pour que la communication entre le trio qui est représenté par l'assureur, l'assuré et le médecin expert de terrain, que ce trio-là communique mieux et plus vite, oui, que la prise de rendez-vous soit facilitée, etc. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Je comprends très bien que l'assureur nous parle d'algorithmes et d'IA. Pardon, je vous appelle l'assureur, madame, pardon. Laurence, oui. Je comprends très bien que vous en parliez,
Mais pour moi, ça a un sens de vision de professionnel métier, ce qu'on appelle les professionnels métiers, c'est-à-dire macro. J'ai un risque, vous avez dit, je ne sais pas combien de millions d'assurés, donc j'ai un risque qui est énorme, et donc s'il bouge d'1%, c'est très significatif pour mon provisionnement. Donc j'en ai besoin. Donc je fais de la data, je fais de l'IA, etc. Comme ça, ma société, elle tient, et c'est donc tout au bénéfice de mes assurés, parce que si je m'effondre, eux, ils ne sont plus assurés. Je comprends ça. Sur la version souscription d'un algorithme qui permet d'aller jusqu'au bout plus vite, bon, s'il dit oui, très bien. S'il dit oui sans surprime, mieux encore. S'il dit oui sans exclusion, tant mieux. Mais s'il dit non, s'il dit une surprime et s'il dit... alors là, je suis gêné. Parce que du coup, de l'analyse macro qui permet un provisionnement et une vision d'un risque global, on oublie l'analyse personnelle du dossier qui est en face de nous, qui est David est là, il vient me demander 200 000 € pour sa maison. Et c'est ça que je dois faire à ce moment-là. C'est pas savoir si globalement les David vont me coûter tant. C'est lui, David. Moi, je crois que je suis donc, mais très prudent là-dessus. Et il en va de même après pour la réalisation des sinistres. Mais vous l'avez d'ailleurs pas abordé. Vous avez glissé la main directement en disant que ça passerait en expertise. Et je crois que c'est essentiel. C'est essentiel. Donc voilà, je me permets juste de dire que je considère que la philosophie française aujourd'hui est la mutualisation d'un risque. Ça veut dire que il y a des gens dont le métier est de mutualiser un risque qui reste personnel et qu'à ce moment-là, au moment où il a lieu ou au moment où il est souscrit, il est personnel. Et il n'y a que l'intelligence humaine et médicale, à mon avis, c'est-à-dire qu'il peut analyser le risque personnel. L'intelligence, l'IA et l'assureur, lui, peut gérer le risque global. Je me permets de dire ça. Je reviens juste sur ce que j'ai entendu. Je me permets juste parce que d'une manière générale, chez les assureurs, l'intelligence artificielle, c'est un outil d'aide à la décision, mais les décisions négatives, elles sont prises humainement. Ah ben voilà, d'accord, mais c'est ce que tout à l'heure j'ai... d'accord. Donc si jamais il y a surprime... J'ai défendu le pauvre assureur innocent. Non, mais j'attaquais pas, je disais ce que je comprenais, parce qu'il y a besoin d'aller au bout pour eux. S'il y a surprime ou s'il y a négation, il y a avis médical. Tout à fait. D'accord, donc c'est les sans faute qui passent comme ça. Exactement. Bon, qui passerait aussi chez nous sans doute. Voilà, donc ça je l'entends bien. Donc voilà, donc c'est de là de l'intérêt du dialogue et de la discussion. Ça va mieux en 10 ans, elle est toujours constructive la discussion, donc j'aime beaucoup. Est-ce que je peux revenir un peu sur... J'ai entendu beaucoup de choses de la part de David. Faites comme chez vous. Oui. J'ai entendu les mots téléconsultation, j'ai entendu les mots test and learning, j'ai entendu plein de choses. Bon, je suis obligé d'aborder le sujet en tant que médecin de terrain que je suis. D'autant qu'elle est posée par un des internautes. Là. D'abord, qui choisit? Oui, c'est ça que j'ai vu là, comme question. Qui choisit? Je trouve que la question est extrêmement intéressante. Et le Conseil de l'Ordre a répondu, en quelque sorte, parce qu'il a dit que le médecin pouvait toujours, à tout moment, avant, pendant, après, dire que du présentiel est nécessaire. Donc, comme ça c'est bien, ça c'est fait. Donc on ne peut pas imposer une visio, on peut dire que... on ne peut pas imposer, je voilà, confirme, mais c'est ce que vous avez souscrit, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc voilà. Alors puisqu'on a pris la question, prenons-la dans sa globalité, quel type de prise en charge peuvent être réalisées sur la plateforme? Je suis désolée, il y a des reflets. Et qui décide des modalités de prise en charge en cabinet ou en téléconsultation? Oui, mais c'est ça, c'est la même question. Alors du coup, ça c'est vraiment... Alors, dans ce qu'on a fait nous, et après mais je laisserai aussi Xavier donner son point de vue d'expert médical, mais nous en fait, ce qu'on a fait, c'est fournir une voiture avec un volant, une boîte de vitesse et un ensemble de fonctions. Et au final, c'est le conducteur qui décide de passer la deuxième, la cinquième, d'activer telle ou telle fonctionnalité dans le véhicule, etc. Donc c'est bien le médecin qui est à bord. C'est le numérique au service du professionnel de santé. Donc par rapport à la question, c'est au médecin d'apprécier quels sont les niveaux de service, de fonctionnalité qui vont être pertinents. Évidemment, c'est à lui d'évaluer s'il souhaite faire du présentiel, si un acte il peut être réalisé à distance. À ce stade-là, on manque encore de recul pour bien préciser quelles sont toutes les typologies d'actes. Donc il y a un effort collectif à réaliser, donc des interactions. Typiquement, ce qu'on a fait avec Allianz, des interactions avec le CNOM pour valider les orientations qui étaient prises concernant les typologies d'actes. Donc il y a une sorte de paramétrage à faire avec l'assureur
Donc il peut définir quel niveau de profondeur et de richesse. Et ensuite, une fois que le cockpit est défini, c'est le médecin qui prend le volant et c'est lui qui est le patron à bord. Donc ça ne change pas la relation et qui a le pouvoir dans la relation. On va liquider cette question avec une dernière interrogation d'un internaute. Est-ce que l'expertise à distance a la même valeur juridique que l'expertise en présentiel? Alors, je peux reprendre la main tout à l'heure. Je souscris à ce que vient de dire David. Je remercie de la crème et de lui dire qu'on reste le pilote de l'avion. C'est très bien. En fait, ce n'est pas complètement vrai. C'est multimétier, cette situation. On le dit depuis le début. Il y a un assureur, il y a au minimum un assureur, un assuré et un médecin expert. Donc l'avion, il est copiloté. La décision médicale, ça c'est sûr, elle est médicale. Mais je crois quand même que vous parlez de tests, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Je suis ravi de ce test et de la satisfaction de ce test. Mais en médecine, quand on fait un test, on fait un protocole avant. Parce que pour savoir si une expérience va être significative, il faut savoir si elle est bien menée. On ne peut pas savoir si elle est bien menée si elle n'est pas bien cadrée avant. Donc, ça veut dire qu'il faut, à mon avis, asseoir tous ceux qui sont intéressés par le sujet, définir des cadres consensuels, arriver à des accords sur des essais et qu'à l'issue de ces essais, il y ait une analyse objective et qu'après, on voit et on puisse répondre à ces questions-là, qui ne sont pas des questions d'actualité, à mon avis, puisqu'on ne peut pas y répondre. Donc l'intérêt, c'est de se mettre au travail, mais pas encore de dire on peut faire ça, on peut faire ça. Alors là, on peut imaginer des situations. Si je me lançais, je me dirais qu'on peut imaginer une situation d'ordre psychologique où on a les critères du DSM-5 et on regarde si on peut remplir. Mais je crois que c'est vraiment très prématuré. Je crois qu'il faut lancer des tests, je suis pour, dans un cadre consensuel avec les instances, toutes les instances ou tous les corps de métier qui ont des intérêts parfois divergents, mais un intérêt convergent, c'est la satisfaction et la réalité et la qualité de l'indemnisation ou de la prise en charge. Ça, je confirme, ce point de vue-là, c'est exactement ce qu'on a fait avec Allianz, c'est-à-dire on ne confond pas vitesse et précipitation, c'est-à-dire effectivement dans le digital on peut aller très vite, mais on peut très vite faire n'importe quoi. Donc il est urgent dans ce cas-là de prendre le temps nécessaire, d'avoir les interactions avec les médecins experts dans les assurances, les représentants. Donc c'est typiquement ce qu'on fait aujourd'hui, on échange avec pas mal d'acteurs dans le monde de l'assurance pour justement définir quels sont les cadres d'action, les modalités, les sous-ensembles pour gagner en maturité, en expérience. Ce n'est pas un mécanisme de Big Bang, bien évidemment, on n'en est pas encore à ce stade-là. Donc on est encore dans la phase de test and learn. Et donc nous, la recommandation qu'on fait, on a maintenant une plateforme qui a démontré vraiment une utilité très forte. Les indicateurs sont quand même assez éloquents. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut apprendre. Il faut le faire dans un cadre, en respectant bien les recommandations du CNOM sur la médecine, le contrôle à distance, etc., avec les échanges nécessaires pour gagner en maturité. Mais pour autant, il faut aussi faire confiance au médecin expert. C'est-à-dire, c'est aussi lui qui peut apprécier finalement ses besoins et ces pratiques-là. Donc c'est un équilibre entre les deux, entre laisser finalement le médecin dans son appréciation, voilà, in fine c'est bien lui qui est aux commandes, et faire évoluer les pratiques de l'autre côté et imaginer aussi les protocoles de formation. Mais ça, c'est un chantier qu'on a commencé à adresser. D'ailleurs, la question de la formation a été posée. Notre réseau de médecins experts n'est pas vraiment habitué à réaliser des expertises à distance ou en présentiel via un outil numérique. Est-ce que vous pouvez former les médecins experts à l'utilisation du service? C'est typiquement ce qu'on a fait, effectivement. On a ressenti ce besoin, donc on organise de la formation. La dimension humaine est juste fondamentale, l'accompagnement. Alors encore une fois, il ne faut pas non plus dramatiser ce qu'on est en train de proposer. C'est vraiment, aujourd'hui, dans le monde du digital, là on a gagné du savoir-faire par rapport au XXe siècle. Aujourd'hui, les outils sont très simples. J'ai une tablette. Voilà, donc on est vraiment sur des niveaux d'usage qui sont quand même extrêmement simples et fluides. On vous dit papier, pardon. Ça arrive à des gens très bien. Les deux vont encore cohabiter, je l'espère bien. Un petit moment, voilà. En plus, moi, je suis un ancien postier, donc je ne peux que défendre ce sujet-là. Voilà. Après, la vraie question quand même derrière tout ça, c'est aussi la confiance qu'on peut avoir dans le système. Ça pose aussi les questions de consentement. J'ai vu qu'il y avait une question sur absolument. le
Comment l'assureur est consent et comment vous recueillez le consentement à l'expertise médicale à distance? Donc, donc là, on a construit un système. Alors, c'est l'avantage de monter maintenant une plateforme. On a engrangé énormément d'expérience. Donc, RGPD by design, donc tout ce qui est consentement éclairé. Donc, on recueille le consentement en assurant une traçabilité. Donc ça évite aussi des recours, puisqu'on organise tout le processus. Et donc, du coup, on intègre tout ça dans une plateforme HDS, dans un environnement sécurisé. Alors, je pèse mes mots. Nous avons la chance en France d'avoir en France et en Europe un environnement réglementaire et de sécurité avancé et très protecteur. Je sais que tous les acteurs du numérique ne disent pas ce que je suis en train de dire là. Il y en a d'autres qui peuvent trouver que ça peut être trop contraignant. Alors nous, chez mes docteurs, on trouve que c'est exactement le bon dosage de contraintes. Alors évidemment, c'est probablement le plus élevé au monde, mais on parle de sujets de santé. J'ai l'impression qu'ils commencent à se rendre compte que ça peut aussi être un avantage concurrentiel. Voilà, pour le coup, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis notamment, autour des problématiques cyber, dans d'autres pays. Donc voilà, donc la France est quand même un pays de ce point de vue-là qui a défini des standards de sécurité élevés. Alors typiquement, nous dans le domaine de la santé, on ne joue pas avec ça. On a d'ailleurs prévu de travailler en très forte proximité avec le programme Ma Santé 2022 du ministère de la Santé, donc intégrer leur futur espace numérique santé, messagerie sécurisée de santé, enfin toutes les briques d'interopérabilité sécurisée de cadres réglementaires qui sont en train de venir. Donc tout ça, effectivement, ce sont des contraintes, ce que j'appelle la simplexité. Donc nous, notre job, c'est de transformer cette complexité en quelque chose de simple pour l'utilisateur final. On l'a vu dans le monde de la banque, ça a marché. Rappelez-vous, au début, pour se connecter à un site bancaire, il fallait être vraiment courageux. Il fallait se lever très tôt le matin, se rappeler de tous ces mots de passe avec des parcours très compliqués. Maintenant, avec des systèmes d'authentification, vous recevez un petit code à distance, tout ça, c'est devenu très fluide en fait. Voilà, donc on peut avoir des expériences utilisateurs qui soient maintenant de très grande qualité, fluides, en intégrant cette dimension de sécurité. Donc voilà, donc c'est amener cette complexité de manière simple vers l'ensemble des parties prenantes. D'où l'intérêt aussi de se reposer sur des gens qui sont experts sur ces sujets-là, parce qu'on le sait, pouvoir concentrer, centraliser les dossiers, ça évite qu'ils se promènent aussi. Hein. Je n'ai rien contre le monde physique, mais aussi à certains moments, il y a des avantages et des inconvénients. Et dans ce champ-là, il y a beaucoup d'avantages à aller vers ces modèles qui assurent de la traçabilité, de l'opposabilité, de la gestion du consentement éclairé, de la signature, donc toute cette boîte à outils qui facilite la vie au quotidien pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, il reste encore une question assez factuelle. Comment est transmis le missionnement? Comment interagit le gestionnaire avec le médecin expert? Parce que c'est vous qui répondez là. C'est justement ce que je trouve. C'est pas moi qui vais répondre parce que c'est vous qui parlez de. Mais moi, c'est justement, je trouve, le sujet pour lequel je suis venu aujourd'hui, c'est qu'on en est encore à recevoir et encore. Maintenant, on commence à les recevoir par mail, mais on en est encore à recevoir des courriers, à écrire par courrier. On n'a pas la bonne adresse, etc. À l'assurer. Et donc, moi, je suis venu juste. Je fais cette dichotomie. Je vous laisse répondre à la question après, mais je suis venu beaucoup dans l'intérêt de la numérisation des procédures qui existent aujourd'hui, mais qu'il faut moderniser. L'envoi des missions, l'envoi des pièces, l'envoi des rapports. Ça, c'est c'est votre besoin instantané. Mais c'est un besoin là. Et donc, quand vous me parlez de tout ça, je souscris. Il faut qu'on travaille là-dessus, vraiment, de façon intelligible et universelle pour que ce soit efficient pour tout le monde. Voilà. L'autre partie, qui a été plus ou moins évoqué, les responsabilités, les traçabilités, les souscriptions, les consentements. Il y a besoin d'un consentement si on est en téléexpertise, si on est en téléconsultation, je ne sais pas comment le dire. Tout ça, pour moi, c'est un autre sujet. D'accord ? Il ne faut pas mélanger la numérisation et l'expertise à distance. C'est deux thèmes qui sont extrêmement séparés pour moi. Voilà, je vous laisse répondre sur comment sont envoyées les missions. Alors, effectivement, nous, on a des systèmes qui permettent notamment de renforcer l'identification du médecin expert, de l'assuré, de l'assurance, et donc on sait bien qui est au bout du fil pour faire quoi. Donc ça, déjà, ça sécurise quand même pas mal les échanges. À partir de là, du coup, on peut fluidifier les échanges, sachant qu'il y a un cadre qui est un peu particulier. On est quand même dans le respect du secret médical. L'assureur ne peut pas avoir les informations qui relèvent du secret médical, bien évidemment. Vous confirmez, Laurent Sangéger? Voilà, ça va de soi, mais je préfère le repréciser, même si c'était une évidence. Donc voilà, ça reste la propriété exclusive du patient.
et ce n'est consultable que par le patient et le médecin. Nous, on agit finalement comme un tiers de confiance dans cette histoire et on sanctuarise bien les différentes données et ça évite un peu les mélanges d'informations. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Donc à partir de là, on peut organiser du coup toute l'attribution des missions. Donc l'assureur dispose d'un tableau de bord en fait et donc il voit tous les dossiers. Donc les gestionnaires peuvent affecter des dossiers à des typologies de rendez-vous et ensuite les médecins experts, donc soit les orienter vers tel ou tel médecin, soit les adresser à un pool de médecins experts et donc en fonction des disponibilités, des géographies, permettre l'organisation d'une prise de rendez-vous. Donc on cherche à fluidifier l'ensemble de ce processus. Effectivement, Xavier l'a évoqué, il y a des choses aussi simples que vérifier les adresses, vérifier le nom, etc. Donc il y a aussi tout un protocole en miroir qui est fait au niveau de l'adhérent pour qu'il puisse mettre à jour l'ensemble des informations et les fiabiliser. Et donc ça permet de fiabiliser l'ensemble des informations sur toute la chaîne et de fluidifier ces échanges entre les différents acteurs. Est-ce que la question qui vous a été posée était signée par quelqu'un? Vous ne savez pas? Non, mais signée dans le sens où est-ce que c'était un médecin expert de terrain qui s'intéresse à la méthode ou est-ce que c'était un assureur? J'ai posé la question en régie, mais... Non, mais peu importe. Tout ça pour être... Parce que si c'est un médecin, je ne suis pas sûr qu'il est... Pardon, bien compris. Alors moi j'avais compris que c'était une question plus au niveau des assureurs. Comment ça se passe pour l'assureur pour organiser? Je vais le mettre très en pratique. Très en pratique, après la conversation qu'on a eue avant cette émission, l'objet c'est que c'est l'assureur qui fonctionne dans ces cas-là avec mes docteurs et que le médecin conseil de terrain que je suis reçoit un mail comme quoi il faut qu'il se connecte sur mes docteurs, qu'il n'a pas besoin de télécharger. Rappelons qu'il n'y a aucun téléchargement. Quand vous dites en ligne, attention au vocabulaire, parce que quand on dit en ligne, tout de suite on pense visio. Non, en ligne, ça veut dire qu'il n'y a pas de téléchargement, la plateforme est à... Oui, il n'y a pas de logiciel à télécharger, il n'y a rien du tout, on se connecte. Voilà, on reçoit un mail, on se connecte, on a la mission. De là, l'assuré, lui aussi, si j'ai bien compris, a aussi un mail pour prendre rendez-vous sur des disponibilités d'agenda qui ont été mises. Donc ça se fait tout seul. Donc il y a une facilitation de gestion des agendas très évidente. Oui. Et après, il y a des échanges possibles à l'intérieur de la plateforme sécurisée pour demander les pièces. Le patient télécharge les pièces, etc. En autorisant uniquement le médecin à les regarder. Enfin bon, voilà. C'est très pratique-co-pratique. Oui, c'est ça. Je voulais juste faire redescendre. Oui, effectivement, il y a la vision de l'assurance dont j'ai parlé, Xavier a raison. Et donc, effectivement, ça permet à l'assurance de paramétrer, de configurer les échanges. Et du point de vue du médecin, du coup, lui, il reçoit la demande. Et du point de vue du patient, c'est assez simple. C'est comme les prises de rendez-vous qu'on a aujourd'hui assez facilement accessibles sur Internet. On en propose une qui s'appelle Avec mon doc. Et donc, c'est très simple. On clique, on choisit le créneau horaire en fonction des disponibilités qui sont données par les médecins experts. Donc, il ne faut pas imaginer une usine à gaz. C'est des choses très simples. Et donc, en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette simplicité, elle est, parce qu'on est sur ce qu'on appelle une plateforme SaaS, c'est un gros mot pour dire qu'il n'y a pas besoin d'installer un logiciel compliqué dans son PC en cabinet. Et ça, on sait, ça peut être aussi un peu compliqué pour les médecins, pour tout à chacun. Voilà. Je suis désolée, on nous demande de conclure. Je voulais juste quand même laisser la parole à Laurence Aurier-Germain, puisque le commissionnement, c'est un peu son métier. Tout à fait. Donc, effectivement, l'assureur, comme on le précisait au début, va indemniser la promesse selon les garanties souscrites. Donc, c'est bien ce regard par rapport aux garanties souscrites de l'assuré ou les bénéficiaires qu'on va regarder. Donc, on travaille avec les médecins qui, eux, vont nous permettre de répondre à la garantie souscrite, aux exclusions au contrat aussi également. Et c'est cet ensemble-là qui vont permettre de livrer la promesse. Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire, en respectant presque parfaitement le timing quand même. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.